Salut, c'est Steph. Dans la vidéo précédente, je t'ai offert une texture d'écaille. Donc d'ailleurs, si tu veux la retrouver, je te remets le lien dans la description. Et si tu n'as pas vu d'ailleurs la vidéo précédente, je t'encourage vraiment à aller la voir. Donc je t'explique pas mal de choses sur moi, comment j'en suis venu à faire des textures procédurales notamment. Donc voilà, c'est super sympa. Donc je t'encourage à aller la voir. Et sur ce, à la fin de cette vidéo, je t'ai promis qu'on ferait un tutoriel pour utiliser la texture que je t'ai offert et voir vraiment un résultat très probant que l'on peut avoir, notamment avec ces écailles de serpent, comme je te montre sur ces images. Donc là, l'idée, c'est de vraiment te montrer dans le concret comment utiliser ces textures que j'ai moi-même créées. Donc voilà, allez, c'est parti, je te montre tout ça. Alors on va pouvoir commencer comme d'habitude par configurer la scène. Donc pour ça, on va activer la petite extension habituelle pour faire tout ce qui est matériaux procédures. Pour ça, vous pouvez aller dans Edit Preferences, dans l'onglet Add-on ici. Vous pouvez taper Note dans la recherche et activer Note Wrangler ici si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, vous pouvez ici dans la partie Render Properties passer sur Cycle, bien que ça fonctionnera également sur Eevee. Et bien passer en device sur GPU pour que ça utilise votre carte graphique et non votre processeur pour gérer l'affichage. Ensuite, pour la lumière ambiante, vous pouvez aller dans World Properties, ici cliquer sur la petite pastille, aller chercher un Sky Texture, et vous pouvez, si vous le désirez, reporter les mêmes réglages que moi. Ok, donc ici, dans un premier temps, pour faire le réglage de la texture, on va pouvoir enlever le cube par défaut, donc je le sélectionne, j'appuie sur Supr, et à la place, je vais faire majuscule A pour ajouter un nouvel objet, et dans Mesh, on va aller chercher un plan. Voilà, comme ça on va pouvoir projeter la texture sur le plan. À la fin de la vidéo, je vous montrerai comment créer le corps d'un serpent en utilisant cette texture. Ça va faire un dépliage UV automatique. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin également pour ça. Je vous montrerai cette petite astuce qui est super pratique. Donc ensuite, on peut aller dans l'espace de travail Shading qui est ici. Et on va pouvoir passer sur Cycle. Donc en cliquant sur le bouton qui est ici. Donc si vous ne voulez pas avoir l'arrière-plan ici du ciel, vous pouvez également aller dans Render Properties ici. Et dans la partie film qui est là, vous pouvez cocher transparente et vous voyez que ça supprime l'arrière-plan, que ce soit dans le viewport ici et également dans vos rendus. Donc n'hésitez pas à faire ça si vous voulez. Donc ici on va pouvoir, si vous n'avez pas déjà un matériau présent d'ici, on va pouvoir cliquer sur New et ça nous ajoute un nœud principal ici, donc qui est un matériau de base, comme vous pouvez le voir, qui est blanc, qui est envoyé sur la surface de notre objet, qui est représenté par ce nœud ici. Ok, donc maintenant il va nous falloir importer la texture d'écaille que je vous ai offerte lors de la dernière vidéo. D'ailleurs vous pouvez la retrouver à nouveau dans la description sous cette vidéo. N'hésitez pas à aller la télécharger si ce n'est pas déjà fait, et comme ça vous pourrez faire la suite de ce tutoriel en même temps. Voilà, donc pour pouvoir importer la texture, on va pouvoir faire File, Append, et donc ici on va récupérer le fichier que vous avez pu télécharger, on va double-cliquer dessus, et on va aller dans Node Tree ici, et double-cliquer sur Scale Texture. Ok, donc ça vient de nous l'importer dans notre nouvelle scène. Donc maintenant on va pouvoir faire majuscule A ici, on va aller dans Groupe, et on va cliquer sur Scale Texture et vous voyez qu'on peut l'importer directement dans notre scène. Voilà, donc pour importer une autre texture, peu importe laquelle, vous pouvez faire majuscule A et vous voyez que vous avez une partie ici texture et vous pouvez récupérer n'importe quelle texture déjà présente par défaut dans Blender. Ok, donc je vais simplement l'élargir un peu, hop, en attrapant avec le clic gauche le côté du nœud et en l'étirant sur le côté. Et on va pouvoir ajouter deux nœuds devant, donc un nœud texture coordinate. Donc pour ça, je fais majuscule A dans Search, je vais chercher texture coordinate. On peut le mettre là, comme ça on va pouvoir utiliser les UV pour coordonner notre texture. Donc je peux relier directement les UV au vecteur de notre texture. Et ensuite on va rajouter un nœud mapping. Donc je fais majuscule A dans recherche, je fais mapping. Et on peut l'ajouter ici. Et de cette manière-là, on va pouvoir jouer sur la localisation, la rotation et l'échelle. Et tout ça sur les trois axes pour notre texture. Ok, donc ça c'est ce qui nous permet de gérer l'affichage de la texture. On a notre texture et maintenant on va pouvoir la relier, donc la sortie distance de la texture au niveau de la base color de notre nœud principal et ça peut nous donner un aperçu. Vous voyez que si je me mets au-dessus, donc on aperçoit déjà la texture d'écaille. Voilà, ça va vous permettre de vous présenter un peu toutes les fonctionnalités de cette texture. Donc vous voyez qu'ici on a donc une sortie distance qui nous fait du dégradé de gris, donc du noir vers le blanc, et ce qui permet d'avoir vraiment la hauteur, si vous voulez, de la texture. Ça va nous permettre notamment de gérer le bump tout à l'heure. Ensuite, si je fais CTRL majuscule, clic gauche dessus, ça me met en aperçu. Si je passe à la sortie suivante, vous voyez qu'on passe sur le facteur. Donc le facteur, en fait, ça affiche simplement les différentes cellules en noir et blanc de manière interposée. Ensuite, on a la couleur. Voilà, ça va nous permettre de mettre de l'aléatoire dans tout ça. Ensuite, on a la sortie gradient, donc qui, elle, vient faire un dégradé, comme vous pouvez le voir, du blanc vers le noir, ce sur chaque cellule. Et donc, on va pouvoir agir sur chacune de ces sorties de manière un peu différente avec les réglages que l'on a en dessous.
dessous. Donc je repasse sur la distance. Donc vous voyez qu'ici, on peut jouer sur l'échelle indirectement. Donc vous voyez, simplement, ça nous fait une échelle plus ou moins grande. Donc ça, bon, c'est un grand classique. On peut mettre une alternation, hein. Comme vous pouvez le voir, si j'accentue cette donnée-là, on a une alternation, hein. Donc une rangée sera plus prononcée que l'autre de plus en plus. Ensuite, on peut mettre un mortier, comme vous pouvez le voir, entre les différentes cellules. Donc le facteur, on peut l'inverser. Vous voyez que si je repasse sur le facteur ici, si j'active l'invert facteur, vous voyez qu'on passe de l'un à l'autre. Donc ça peut être utile dans certains cas de figure. Enfin ici, la partie suivante va jouer que sur le gradient. Donc on va aller se mettre sur le gradient. Donc ici, on a un facteur, hein. Vous voyez que ça vient accentuer plus ou moins fortement la transition. On a la localisation, hein. On peut l'amener plus ou moins loin en fonction de ce qu'on veut faire. Et on peut lui faire une rotation, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est super intéressant, hein, pour donner certains effets, comme vous pouvez le voir. Ensuite, on a la partie couleur. Donc là, pareil, je vais passer sur ma sortie couleur, hein, ça va agir que sur celle-ci. Donc on a un facteur, vous voyez que ça va changer l'intensité. Et en dessous, on a une intensité aussi. Donc on va pouvoir passer de quelque chose de vraiment très clair à quelque chose de beaucoup plus prononcé. Plus on va aller vers la valeur 1. Et le facteur va avoir un effet un peu différent. On va avoir des valeurs de noir beaucoup plus fortes. Plus on baisse le facteur. Et plus on va vers la droite, plus on va avoir des couleurs qui vont s'installer. Voilà, donc pour la suite, je repasse sur la sortie distance. Et donc, comme vous pouvez le voir, on a toute une partie déformation. Donc, comme son nom l'indique, on va pouvoir appliquer une déformation sur la texture. Vous voyez que là, si je bouge la force, eh bien, vous voyez cette déformation qui s'applique de plus en plus fortement. On va pouvoir changer l'échelle aussi, hein, de la déformation. Comme vous pouvez voir, là, ça resserre vraiment la déformation. Donc là, vous voyez qu'en bougeant l'échelle en même temps, ça peut donner des résultats super intéressants. On va pouvoir ajouter plus ou moins de détails, hein. Vous voyez que ça précise plus ou moins les choses. Donc là, il faudrait zoomer dessus pour voir plus en détail. Donc on a aussi une distorsion, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc ça, c'est la déformation. Et ensuite, on va pouvoir changer la forme de différentes manières. Donc on a ce pattern-là, hein, qui permet, voilà, de venir aplatir, si vous voulez, le dessus. Et donc ça, pour les deux rangées, hein, donc à chaque fois, vous avez la possibilité de faire ça sur les deux rangées. Et donc là, ici, on peut aussi changer la largeur. Donc ça, c'est pour la première possibilité de changement de forme. Donc je me remets sur 1. Ici, donc vous avez la deuxième possibilité. Donc vous voyez, si j'augmente ça, ça vient changer à nouveau la forme. Ça peut être intéressant aussi dans certains cas de figure. Donc là, on peut faire par exemple des effets de coussin, par exemple. Je les remets à 0. Et enfin, on a la dernière possibilité. Donc là, vous voyez que ça vient changer la taille des cellules, une rangée sur deux. Donc là, pareil, vous pouvez le faire sur les deux rangées et ça peut donner des effets un peu différents. Voilà donc pour ce qui est de faire un peu le tour de la texture. Donc je vais me remettre sur mon nœud principal en aperçu. Donc là, ça reprend en compte le matériau, hein. Vous voyez que ça a changé légèrement l'aspect. Pour l'instant, le matériau étant blanc, ça vient donner l'aspect qui est extrêmement similaire. Mais on va changer pas mal de choses qui vont vraiment donner de plus en plus cet aspect d'écaille de serpent. Ok, donc pour commencer, on va pouvoir vouloir afficher des couleurs qui nous intéressent un peu plus. Donc pour ça, on va simplement ajouter un color ramp. Je fais majuscule à nouveau. Donc search, on va taper color ramp. Et je vais pouvoir venir cliquer gauche sur ce fil-ci pour venir l'insérer. Donc là, pour l'instant, ça ne change absolument rien à l'aspect parce que le color ramp, comme il est configuré de base, eh bien, reprend exactement la même chose ici. Simplement, s'il y a de la couleur, ça va venir le mettre en noir et blanc. Hein, comme vous pouvez le voir, on a une pastille de noir qui est complètement à gauche, une pastille de blanc qui est complètement à droite. Et donc, ces deux pastilles, on va pouvoir les attraper avec le clic gauche. On va venir les faire glisser sur le côté. Vous voyez que ça vient accentuer la zone qui était la plus sombre pour la pastille noire et les zones les plus claires avec la pastille blanche, hein. Donc là, on va pouvoir venir jouer là-dessus pour certaines choses et on va pouvoir attribuer des couleurs différentes simplement en cliquant sur la zone de couleur ici dessous. Donc ici, pour le blanc, je vais simplement cliquer dessus. Je vais pouvoir venir chercher un vert, par exemple. Vous voyez que tout ce qui était blanc à la base donc devient vert et je vais pouvoir simplement en baisser la luminosité ici. Ok, et donc la pastille noire ici, on peut peut-être la faire glisser légèrement ici pour accentuer très légèrement les zones de noir. Et on peut venir simplement l'éclaircir un petit peu et venir chercher dans du vert aussi pour ne pas avoir du noir complet, mais avoir un peu des teintes de vert aussi, même si très sombre. Ok, par contre, comme vous pouvez le voir, c'est ultra homogène, hein. Vous voyez que toutes les cellules sont gérées exactement de la même manière, toutes les écailles sont gérées de la même manière. Donc là, on pourrait avoir envie de mettre de l'aléatoire, hein, là-dedans. Donc pour ça, je vais simplement monter ce color ramp ici. On va le dupliquer, hein. Donc pour ça, on va faire majuscule D en l'ayant sélectionné. Vous voyez que ça le duplique exactement avec les mêmes propriétés qu'on a définies juste au-dessus. Et là, simplement, on va utiliser la sortie color, hein, qui est ici, comme je vous le disais tout à l'heure. Ça utilise un peu des données d'aléatoire, hein, au niveau des couleurs. Donc je peux le relier ici. Et là, si je remplace l'autre au niveau de la sortie, vous voyez que eh bien, ça vient faire des couleurs très disparates ici. On va avoir des cellules plus ou moins claires, plus ou moins sombres en fonction des endroits. Et donc on va pouvoir mixer, si vous voulez, cette sortie-ci avec celle-là.
qui nous donne cet effet de profondeur et on va pouvoir avoir un mix parfait entre les deux. Donc pour ça, je me remets sur mon nœud principal ici et pour mixer les deux, je vais faire CTRL majuscule clic droit sur un des nœuds et je vais faire glisser sur l'autre et lâcher le clic droit. Et là, vous voyez que ça m'a ajouté un mix color. Ok, donc je vais décaler mon nœud principal et mon material output ici. Je peux déplier mon mix qui a été ajouté en cliquant sur la petite flèche là et simplement au lieu de mix là, on va cliquer sur multiply et on va venir monter le facteur ici. Et donc là, vous voyez que ça vient bien rajouter ces différences de luminosité entre chaque. Alors par contre ici, c'est vrai que ça nous tire pas mal vers le sombre. On va simplement peut-être pouvoir augmenter un peu plus la clarté ici. Voilà, et augmenter encore un peu le facteur, et là vous voyez que ça commence vraiment à donner un résultat très sympa. Donc vous voyez qu'en venant mixer ces données-là, pour rappel, on a ici ces données-là donc qui donnent des cellules à part entière, vous voyez que c'est très plat, donc ça nous donne simplement des différences de couleurs, pas cellules mais très plat. Et ici on a des différences de couleurs mais qui donnent l'effet de profondeur, et en mixant ces deux effets-là, vous voyez que ça donne quelque chose de très très intéressant, donc ça, pour donner ce résultat ici. Ok, maintenant qu'on a ça, vous voyez que quelque chose qui se passe qui est assez désagréable à l'œil pour l'instant, c'est que la lumière, comme vous pouvez le voir, se réfléchit de manière très uniforme sur toute la surface de l'objet. Donc là, vous voyez qu'on a l'impression, ça donne cette impression, ça donne un côté très plat au matériau pour l'instant. Et donc là, on va vouloir rajouter des aspérités qui donnent vraiment de l'aspérité à la forme des écailles, tout simplement. Donc pour ça, on va jouer sur la roughness. Vous voyez que la roughness, si je l'amène vers la gauche, donc si je baisse la roughness, vous voyez qu'on a une lumière qui va se diffuser de manière beaucoup plus précise sur la surface de l'objet, et plus je l'amène vers la droite, plus ça va être diffus, comme vous pouvez le voir. Donc on appelle ça la rugosité en français, roughness en anglais. Et donc là, on va simplement vouloir avoir des différences de roughness en fonction des cellules et en fonction de la profondeur. Donc si vous voulez, on va pouvoir réutiliser la donnée de ce qui sort dans ce multiply. Par contre, on va vouloir simplement le remettre en noir et blanc pour que ça soit compris pour la donnée de roughness. Donc pour ça, on va simplement décaler à nouveau ces deux nœuds ici. On va rajouter à nouveau un color ramp. Donc je fais majuscule A dans Search, je vais chercher un color ramp. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, simplement là, ça va retransformer ces données de vert plus ou moins sombre en données de noir et blanc. Donc j'envoie le résultat dans le color ramp. Et vous voyez que si je me mets en aperçu dessus en faisant CTRL majuscule clic gauche, eh bien vous voyez que ça me retransforme ça exactement en données de noir et blanc. Et donc là, je vais pouvoir retravailler, si vous voulez, à partir du résultat qui sort de ce nœud multiply ici. Donc vous voyez, accentuer peut-être les blancs, accentuer les noirs si je veux. Bon, honnêtement, ça va très vite dans des données très exagérées. Donc là, je vais peut-être simplement éclaircir légèrement les noirs, vous voyez. Et donc là, je vais avoir une roughness qui va être intéressante. Alors par contre, le blanc, je vais peut-être le baisser aussi. C'est toujours intéressant de ne pas être dans les extrêmes pour la roughness. Donc on va aller dans les deux cas dans des teintes de gris comme ça. Je me remets sur mon nœud principal et là, vous voyez que je vais envoyer donc la sortie couleur dans la roughness de mon nœud principal. Et là, vous voyez qu'on commence à avoir une roughness qui est différente par rapport aux cellules. Alors je vais peut-être un peu plus assombrir ici. Hop, allez. Peut-être aller un peu trop loin dans les données, peut-être s'écarter un peu plus là, aller un peu plus dans l'éclair, pour avoir vraiment cette différence. Et là vous voyez vraiment la différence, donc les cellules qui s'éclairent différemment, donc ça commence à donner cet effet voulu. Et donc là, pour venir encore plus préciser ça, on va devoir jouer sur la spéculaire, qui est simplement la force du blanc que l'on voit ici. Et donc pour ça, hop, je vais à nouveau décaler un peu mes nœuds. Celui-là, je le remets un peu plus par là. Donc on va simplement dupliquer ce colorant en faisant CTRL majuscule D. Et on va l'amener en dessous. Et de cette manière-là, vous voyez qu'il reste connecté au nœud d'avant. Et je vais simplement le relier à mon IOR level, donc mon indice de réfraction ici, donc, et en gros ça vient gérer cette force de spéculaire, et là vous voyez que ça donne encore un effet qui se précise vraiment. Donc après c'est des données qui ne sont pas figées, bien sûr, on va pouvoir jouer plus dessus par la suite, vous voyez qu'on va pouvoir donner plus ou moins de roughness en fonction de ce qu'on veut, simplement en jouant avec les curseurs qu'on a ici, voilà, les mettre plus ou moins sombres ou pas, donc ça vraiment c'est des réglages qui ne sont pas marqués dans le marbre, vous pouvez les retoucher comme vous voulez. Et pour terminer un peu cet effet là, on va rajouter un effet de bump, donc qui va donner un peu un effet de relief à tout ça, de profondeur à tout ça sans toucher à la topologie de l'objet, ça va vraiment donner un peu une espèce d'illusion d'optique. Donc là simplement, hop, je vais passer ce nœud là au-dessus ici pour avoir de la place au milieu, et on va ajouter un nœud bump. Donc pour ça je fais majuscule A dans Search, on va aller chercher un bump, on peut le placer ici. Et donc ici, on va relier directement la sortie distance de notre texture dans la hauteur du bump. Donc comme on l'a dit, ça vient donner de la profondeur ou de la hauteur, autrement dit. Donc on vient relier donc cette donnée de noir et blanc ici. Donc plus ça va être dans les zones de noir, plus ça va être profond. Et plus ça va être dans le blanc, plus ça va être haut. Donc là, simplement, je vais relier la normale
de mon nœud bump dans la normale de mon nœud principal, je me remets dessus et là vous voyez un peu l'effet que ça peut donner. Donc là pour l'instant c'est beaucoup trop fort, hein. Donc on va en baisser la force tout simplement jusqu'à avoir quelque chose qui nous plaît. Donc voilà, ici à peu près dans les 0,2, vous voyez que ça vient donner un résultat qui est plutôt pas mal, hein. Et on va en baisser également peut-être un peu la distance. Donc la distance, ça va venir adoucir. Vous voyez que pour l'instant, c'est très anguleux tout ça. Donc simplement, on va réduire la distance pour aller plus doucement sur la donnée. Vous pouvez garder appuyé majuscule et en faisant glisser le curseur, vous voyez que ça va beaucoup plus lentement. Et là, vous voyez qu'on commence à avoir un résultat au niveau des écailles qui est vraiment très sympa. Voilà, et donc maintenant qu'on a ce résultat-là, on va pouvoir venir lui donner un aspect un peu plus réaliste en venant lui donner une déformation, hein. Donc ici, en utilisant les paramètres de déformation de la texture directement. Donc on va simplement augmenter un peu la force ici. Donc vous voyez que ça vient déformer. Alors là, c'est un peu trop. Et je vais baisser un peu l'échelle également. Et vous voyez que ça va venir donner un effet un peu plus réaliste tout de suite. Alors voilà, au niveau de la force, au niveau de l'échelle, on peut la baisser peut-être un peu. Trouver l'équilibre entre la force et l'échelle, hein, alors là je pense qu'on est pas mal et vous voyez que ça vient tout de suite donner un peu plus de réalisme à tout ça. Ok, donc maintenant qu'on a une texture d'écaille qui nous plaît, qui est plutôt pas mal, voilà, donc avant de vous montrer comment pouvoir faire le corps d'un serpent rapidement et sur lequel cette texture puisse s'adapter très facilement, je vais simplement rebouger un peu les données de spéculaire ici, simplement parce que je trouve qu'il y a des cellules où on n'en a pas assez, donc simplement je vais récupérer la valeur la plus sombre ici et la monter un peu, et la valeur la plus claire, la remonter également. Ici, je vais la mettre à fond pour avoir des variations, mais rester quand même dans des valeurs assez prononcées. Voilà, de cette manière-là, on a des variations, mais ça reste quand même assez prononcé parce qu'en général, il y a quand même pas mal de réfraction sur les écailles des serpents. Ok, donc je vais pouvoir enlever l'affichage de la texture. On va pouvoir repasser dans l'onglet Layout qui est ici. Je vais pouvoir simplement cacher le plan qui est ici. Donc pour le cacher, je vais ici et je vais pouvoir cliquer sur le petit œil et simplement, ça va en enlever la visibilité, hein. Vous pouvez appuyer dessus comme vous voulez pour remettre ou enlever la visibilité. Simplement, gardez à l'esprit que comme le petit appareil photo, le picto ici est encore activé, ça sera encore présent dans votre rendu, hein. Donc si vous voulez que l'objet soit absent de votre rendu également, vous pouvez simplement décocher l'appareil photo également. Ok, donc pour faire le corps du serpent, on va simplement ajouter un nouvel objet. Donc pour ça, je vais faire majuscule A et au lieu de mèche, on va aller dans curve et on va ajouter une courbe Bézier. Donc pour ça, je clique sur Bézier. Et donc vous voyez qu'ici, ça nous ajoute simplement une courbe. Et donc on va pouvoir aller ici dans Data, on va pouvoir aller dans la partie géométrie ici. Et vous voyez qu'ici, dans Bevel, on a la profondeur ici qu'on va pouvoir augmenter. Donc on a 0, on va pouvoir l'augmenter ici. Voilà, donc la résolution, après, vous pouvez l'augmenter ou la baisser en fonction de ce que vous voulez. Donc vous voyez que ça va simplement changer. Vous voyez la résolution que l'on voit ici de côté, hein. Donc vous voyez que là, on est à 4. Donc si je la change, vous voyez que la résolution change en direct, hein. Donc là, on peut rester à 3 ou 4, ça peut être bien. Et ici, on va simplement cocher Fill Caps, hein. Vous voyez que ça va venir remplir chaque côté, hein. Ok, donc une fois qu'on a ça, on va pouvoir rentrer en mode édition. Donc en appuyant sur la touche Tab et on va sélectionner simplement le point qui est sur la droite. Donc vous voyez qu'ici, on va pouvoir avec G, une fois sélectionné ce point, on va pouvoir bouger ce point-ci et en sélectionnant les points qui sont aux extrémités, vous voyez que si je appuie sur G, on peut changer la forme de la courbe, hein, en fonction. Donc si je prends celui-là, vous voyez qu'on peut venir l'étirer. Donc vous voyez que le potentiel que ça peut avoir pour le corps d'un serpent, hein. Ensuite, je peux prendre le point du milieu ici, donc qui est vraiment le point de l'extrémité de la courbe. Et simplement, on va pouvoir faire Alt S, vous voyez, pour venir rapetissir simplement, faire une échelle vers l'intérieur de ce point-ci, pour venir donner vraiment cet effet de la queue du serpent, hein. Ok, donc maintenant, on va pouvoir prendre le point qui est de l'autre côté et on va pouvoir lui faire une extrusion. Donc pour ça, et après l'avoir sélectionné, on peut faire un E, et là vous voyez que ça vient nous créer un point à partir de celui-ci. Et donc pareil, ce point-ci, hein, après avoir sélectionné ici le point qui est à cette extrémité-là, vous voyez qu'avec G, je peux le faire bouger et donner vraiment la forme du serpent. Voilà, donc je pense que vous avez compris le principe, donc on va s'arrêter là. Je rappuie sur Tab pour quitter. Et donc ici, en retournant dans l'espace travail shading, en ayant ma courbe de sélectionner, je vais simplement revenir sélectionner le matériau qu'on a créé auparavant. Donc pour ça, je clique ici sur le petit menu là, et vous voyez qu'on a notre matériau qui est ici présent. Donc je clique dessus. D'ailleurs, on peut le renommer, hein. Si je clique sur matériel, vous pouvez tout à fait le renommer en écaille. Et ensuite, je repasse sur Cycle ici. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, l'affichage pour l'instant ne se fait pas comme il faut. Donc on va simplement faire les petits réglages qui vont nous permettre d'adapter le matériau à notre objet. Donc la première chose, vous voyez, qui est un peu choquant, c'est la taille des écailles. Donc simplement, on va augmenter l'échelle ici pour venir chercher une taille plus adéquate. Donc là, vous voyez qu'on commence à avoir quelque chose de plus sensé. Mais par contre, vous voyez que nos écailles sont dirigées vers le bas, hein. On l'aperçoit ici. Donc simplement, on va venir faire une rotation ici sur X et Z ici, pour venir les orienter comme il faut. Donc ici, on va aller aux alentours de
entre 70 et 80. Et ici, X, on va faire à peu près la même. Et donc là, vous voyez que voilà, ça commence à les orienter de la bonne manière. Voilà, donc on va simplement continuer à augmenter un peu l'échelle. Voilà, de cette manière-là, on est pas mal. Donc comme vous pouvez le voir, en fonction de là où on se place sur le modèle, sur la courbe, ça vient mettre un affichage plus ou moins étiré de la texture. Donc pour modifier ça, on va simplement pouvoir repasser en mode édition. Ça va venir étirer en fonction de la forme que vous donnez à votre courbe. Donc là, vous voyez que si je prends ici le dernier point, vous voyez que si je prends celui-ci et que je le bouge, vous voyez que ça vient modifier l'affichage ici. Donc il faut essayer de garder quand même des distances assez correctes entre chaque point. Vous voyez que plus je vais ramasser ici, plus ça va étirer ici. Voilà, donc il faut garder une logique. Vous voyez que là, en fonction de comment on va venir étirer de partout, ça va donner un affichage différent. Voilà, donc c'est pour ça que il va falloir subdiviser aussi peut-être à certains moments. Pour ça, vous sélectionnez 2 points comme ça et vous faites un clic droit subdivide. Vous voyez que ça vient en ajouter un autre au milieu et ça vous permet peut-être de mieux équilibrer aussi non seulement votre courbe, mais également l'affichage de la texture. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment que ça te plaît et que ça t'est vraiment utile. Je pense que ça peut vraiment t'être utile dans ton processus créatif et je m'en réjouis. Et dans une prochaine vidéo, là très rapidement, je vais te reparler de cette série de tutos. Donc voilà, je suis vraiment super content et très excité de pouvoir t'en parler plus en détail très rapidement dans une prochaine vidéo. Donc voilà, je te dis à très vite. Ciao!